Et si, tous les matins que Dieu fait, on prenait la résolution d'être bienveillant? Le mot est à la mode, c'est un mot valise, hein, chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut, mais cela changerait sans doute le monde. Notre vie élèverait le plafond qui nous écrase, ôterait la gangue d'angoisse qui enveloppe le quotidien médiatique en particulier, et rend la société dépressive et violente. Alors le docteur Philippe Rodet est avec nous, la bienveillance, source d'espérance aux éditions Erol, comment elle peut aider à alléger le stress? C'est un spécialiste mondial du stress, hein. Garder le moral en toutes circonstances, être la clé d'une motivation individuelle, d'une fierté collective. On ne mesure pas les implications politiques, sociales de la bienveillance. Alors je sais que le terme, encore une fois, est un peu galvaudé, que tout le monde se veut bienveillant, mais est-ce vraiment le cas? Bonjour, docteur Philippe Rodet. Bonjour monsieur. Donc c'est une expertise que vous avez en la matière. Vous donnez la définition pour Aristote: être bienveillant, c'est par principe souhaiter gratuitement du bien aux autres, qu'on les connaisse ou pas, qu'on les apprécie ou pas. Pour Thomas d'Aquin, être bienveillant, c'est vouloir agir pour le bien d'autrui. Pour Emmanuel Kant, être bienveillant est un devoir d'humanité. Voici donc les trois définitions du mot bienveillance sur lesquelles vous vous appuyez donc pour fonder votre raisonnement. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, quelle que soit finalement l'affiliation que l'on adopte, hein, qu'on soit du côté de Thomas d'Aquin, d'Emmanuel Kant ou d'Aristote, on se rejoint sur une définition qui est quand même assez stricte. Oui, c'est agir pour le bien de l'autre. Être bienveillant, Et qu'est-ce que le bien? Ça nous renvoie toujours à cette question. Effectivement, c'est permettre à l'autre de vivre en bonne santé, de se réaliser dans son travail, si on le resituait sur un cadre professionnel. On a trop de personnes qui subissent le travail comme quelque chose de très désagréable. Il faut faire en sorte que le travail se passe bien, que la personne se réalise et qu'en même temps elle soit en bonne santé. Se réaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre conscience que dans son travail, eh bien, on sert à quelque chose. Il y ait du sens dans son travail. Quand on parle de sens, la vie prend un sens, je crois que c'est le slogan de Radio Notre-Dame. Eh bien, effectivement, il faut que le travail soit vecteur de sens. Toutes les études qui ont été réalisées sur le sens montrent qu'il diminue le niveau de stress chez les personnes et en même temps, il permet d'aller chercher des résultats de l'engagement. En France, l'engagement s'est effondré, suite notamment au Covid. Il y a une enquête qui a été faite par Gallup à l'échelle internationale. Le pourcentage de personnes engagées, États-Unis, Canada, 31%, Asie du Sud, 33%, France, 7%. Et si on ne baisse pas le stress... Engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Qui ont envie de bien faire, envie de réussir, envie de se dépasser, envie que leur entreprise réussisse. Eh bien, on en a 7% en France. Donc, ils sont obligés de partir à l'étranger, en fait, pour réussir. Bien, ça diminue l'attrait, effectivement, des entreprises sur notre territoire. Et si je n'ai pas envie de bien faire, envie de réussir, envie de me dépasser, eh bien, l'entreprise sera moins performante. Comment expliquez-vous que ce soit si bas en France? On a un pays où le stress est globalement souvent très élevé. On est le premier consommateur d'anxiolytiques en France, en Europe, pardon, c'est pas le hasard. Parce que c'est remboursé par la Sécu. Je ne pense pas uniquement. Non. Oui, c'est remboursé, mais je pense qu'il y a une vraie souffrance, un vrai mal. Il y a un manque d'espérance dans notre pays. Et quand il n'y a pas d'espérance, eh bien, on mange des cachous. Ça, c'est la solution. Enfin, la solution, c'est pas la solution, c'est le palliatif. C'est le palliatif, effectivement. On n'est pas fait pour vivre avec des médicaments Mais c'est vrai que si on suit l'actualité de très près, il y a quand même énormément de sujets qui ne sont pas source d'espérance. Docteur Philippe Rodet, vous avez un passé et peut-être aussi un quotidien, un présent de médecin urgentiste, hein. Vous avez sillonné le monde entier, en particulier l'Afrique et l'Europe de l'Est, hein, et puis aussi les Balkans, à un moment, dans des pays en guerre, hein. Donc ça, c'est quand même très, très important de le souligner, parce qu'on s'aperçoit que des sociétés qui peuvent traverser des épreuves beaucoup plus importantes que les sociétés démocratiques se retrouvent peut-être avec un niveau d'espérance, de confiance, de bienveillance supérieur au nôtre. Oui, tout à fait. C'est pas paradoxalement quand tout va bien que l'on a le plus d'espérance et que l'on va mieux. Dans notre pays, on a deux mots, je vous le disais, un niveau de stress qui est énorme, un niveau de motivation qui est bas. Et quand la motivation, quand l'engagement est bas, globalement, on va pas bien. Le Covid a eu un autre inconvénient, c'est qu'il a altéré l'état moral des personnes. La première semaine du premier confinement en France, les prescriptions antidépresseurs augmentent de 20%. Si on regarde aux États-Unis, entre avril 2019 et mars 2020, j'y arrivais, le pourcentage de personnes dépressives a augmenté de 20%. Cette crise a eu trois conséquences qui sont sévères: un stress qui a augmenté, un état moral qui s'est dégradé, un nombre de cas de burn-out qui s'est envolé, puisque selon Opinionway, entre mars 2020 et octobre 2021, il a doublé. Donc on a un état moral qui est vraiment préoccupant, et c'est pour cela qu'une des solutions que l'on propose dans les entreprises, mais qui peut s'étendre largement au-delà des entreprises, c'est de mettre en place des bienveilleurs, des personnes qui ont été formées à savoir voir quelqu'un qui ne va pas bien,
à savoir s'adresser à cette personne et à savoir l'orienter vers le bon interlocuteur. Il existe déjà des structures qui sont attentives aux autres, mais Des médiateurs, il existe. il existe des médiateurs, bien sûr. Quelle est la D'ailleurs, différence? un médiateur va chercher une solution. Un bienveilleur va simplement orienter, détecter et orienter. Vous savez, quelqu'un qui moralement ne va pas bien, il est en apathie. Si vous avez un collègue de bureau, que vous voyez une larme à l'œil, vous lui dites, il serait peut-être bien que tu vois ton médecin. Ouais, tu as raison, je vais le faire. Mais si vous arrêtez là, prendre rendez-vous demain. Mais demain, ce sera toujours demain. Et un jour, ce sera trop tard. Un bienveilleur, pour moi, c'est quelqu'un qui va détecter à temps. C'est quelqu'un qui va avoir dans sa vie des actes d'humanité. Et d'actes d'humanité en actes d'humanité, eh bien, un jour, on bâtit la cathédrale du cœur. C'est peut-être un peu ça, mon objectif. La cathédrale du cœur, c'est une belle expression. Contribuer un tout petit peu, à votre tout petit niveau, à l'édification de cet édifice. Est-ce qu'il y a des prérequis pour que la bienveillance s'exerce dans une société? C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde parle de la société de la défiance, où chacun se regarde sans se regarder en fait, de la peur, du mépris, de tout ce qui tourne autour des tensions sociales et qui se manifeste peut-être aussi dans les urnes, ou va se manifester peut-être aussi dans les urnes, parce que c'est aussi un baromètre important à suivre. Quels sont les éléments à développer dans la société qui relèvent de l'action publique ou de l'action privée, qui pourraient favoriser la bienveillance? Je crois que l'entreprise peut être le point de départ de l'amélioration des comportements bienveillants. Quand on va faire attention dans son entreprise à ses collègues, on sera plus enclin à faire attention à ses collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. À ses voisins ou à ses concitoyens, pardon. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois à une véritable contagion possible des comportements bienveillants. Vous avez raison, quand on parle de comportement bienveillant, on a l'impression que c'est du laxisme. Parfois, c'est caricaturé de la sorte. C'est pas du tout ça. C'est permettre à l'autre de se réaliser, d'aller chercher un niveau d'effort qu'il n'aurait peut-être pas atteint sans soi. Ce n'est pas de la gentillesse. Pour moi, cela va au-delà. Et comment, concrètement, vous pouvez l'appliquer dans l'entreprise où chacun est assigné à des objectifs? Oui, il faut que cela soit porté par le sommet du groupe. Si le sommet du groupe dit à ses collaborateurs « il faut être bienveillant », mais que lui se comporte ou que le COMEX ne se comporte pas de façon bienveillante, on n'a aucune chance que cela soit efficace. Si c'est porté par le sommet du groupe, par le président, par le COMEX, petit à petit, cela va diffuser. Dans une grande structure, on avait fait faire une enquête par BVA au départ, puis 3 ans plus tard. Le pourcentage de personnes stressées avait baissé, le pourcentage de personnes très motivées était à 51% quand il était à 28% à l'échelle du pays. L'enquête, c'est du déclaratif. Oui, mais c'est quand même très évocateur. On pourrait dire que l'enquête réalisée par Gallup, c'est aussi du déclaratif sur l'engagement. Mais quand on voit que le même déclaratif ne donne pas les mêmes résultats, c'est quand même inquiétant pour notre pays. Dans un grand groupe, quels sont les leviers activés pour que la bienveillance puisse être effective? Pour moi, il y a un levier vertical. Ce sont les comportements managériaux. On peut demander à des managers de bien se comporter. Si au sommet du groupe, on se comporte bien, et bien se comporter, encore une fois, ce n'est pas ne rien demander, ce n'est pas ne pas demander d'effort. Ne pas demander d'effort, on ne serait pas bienveillant, car on ne permettrait pas à la personne de se réaliser. Donc c'est demander le juste niveau d'effort, celui que la personne va pouvoir aller atteindre. Et là, elle va se réaliser. Et puis, c'est une dimension également horizontale, et celle dont je parlais avec les bienveilleurs. Quand on a une dimension verticale, une dimension horizontale, effectivement, les comportements vont bouger. Quelles sont, docteur Philippe Rodet, dans une entreprise, les conditions, ça, ce sont des conditions donc humaines, verticales, horizontales, mais les conditions même de travail qui peuvent favoriser cela. Par exemple, il y a une mode qui s'est beaucoup répandue, y compris d'ailleurs dans les médias, et qui est peut-être dommageable, mais en tout cas c'est un point de vue qu'on peut avoir, c'est celle des espaces ouverts, les open space, qui mettent en situation de surveillance mutuelle tous les employés qui se retrouvent donc sur un même plateau technique. Ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que ça favorise la vie en entreprise, là, ou au contraire, ça développe la méfiance? Eh bien, pour moi, c'est plus compliqué que cela. Parfois, les open space peuvent avoir des avantages, à condition qu'ils soient très bien conçus et qu'il n'y ait pas une nuisance sonore importante. Il faut des pièges à son, il faut une certaine surface, il faut que les personnes soient un petit peu espacées, il faut qu'elles puissent se recueillir dans un endroit isolé si elles ont besoin de téléphoner à leur famille. Mais avec des bonnes conditions, pourquoi pas? Le problème, c'est que souvent, c'est fait dans des conditions qui sont à minima et qui, de ce fait, ne permettent pas aux collaborateurs d'être bien. Et donc, vous avez vu des cas d'entreprise où les choses étaient bien faites? Ah oui. Je présume. Oui, tout à fait. Si je devais en citer un exemple, j'en citerai un, où il y a une vraie volonté de mettre en place des comportements bienveillants, de promouvoir un management bienveillant, c'est le groupe Eiffage. Exemple?
un groupe de BTP où le président du groupe FH, Benoît de Ruffray, a décidé de former tous les managers, quel que soit leur niveau, au comportement bienveillant. Donc là, quand ça vient du sommet et qu'en plus, il l'incarne. Vous savez, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de dirigeants et ce qui me plaît beaucoup chez Benoît de Ruffray, c'est son humilité. Quand je lui avais demandé à l'époque s'il accepterait de faire la préface d'un de mes ouvrages, il m'avait répondu, vous savez, la seule question que je vais me poser, c'est est-ce que j'en suis capable? Eh bien, l'humilité fait aussi partie des comportements bienveillants. L'inclusivité, vous mettez cela sur le compte de la bienveillance? Ça peut rentrer dans le cadre de la bienveillance. Tout ce qui va favoriser les relations avec l'autre, qui va permettre à quelqu'un de se sentir mieux dans son travail, fera partie des comportements bienveillants. Pour moi, un comportement essentiel, je vous le disais tout à l'heure, c'est le sens. À quoi je sers? Un DRH d'un grand groupe m'avait dit un jour, vous savez, prendre le temps d'expliquer, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Eh bien, effectivement, ça, on l'a trop souvent oublié. On va demander à quelqu'un de mener à bien une mission sans lui expliquer l'intérêt que cela aura pour l'entreprise. Il n'y a plus de sens. Et là, c'est destructeur. Accorder un juste niveau d'autonomie qui témoigne de la confiance. Formuler des retours positifs. Vous savez, il y a des merci dont on se souvient toute une vie. Il y en a un qui m'a beaucoup touché. Quand jeune médecin, j'étais allé bosser au Burkina Faso en brousse. Une jeune fille avait un problème à un genou, puis on a de la chance, ça évolue bien. Et quelques mois plus tard, quand je retourne au même dispensaire, il y a un monsieur âgé, il avait bien 80 ans, qui vient me voir avec son bâton pour se déplacer. Il me dit, vous savez, je suis parti hier de mon village, parce qu'à mon âge, je ne peux plus faire les 17 kilomètres qui séparent le village du dispensaire en une seule journée. Et je lui dis, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, je suis juste, vous savez, je suis le grand-père de la demoiselle qui avait un problème au genou, je suis venu vous dire merci. Il y a des merci dont on se souvient toute une vie. Dans l'entreprise, la gratitude n'est pas assez exprimée. On a l'impression que si on dit merci à quelqu'un, il va considérer que c'est arrivé et il va arrêter de bosser. C'est le contraire. Maintenant, ça ne se force pas, les comportements individuels. On ne peut pas rétribuer les gens sur le nombre de merci qu'ils donnent dans la journée. Non, et il faut que ce soit authentique. Heureusement d'ailleurs. Donc, bien sûr, ça ne fonctionnerait pas si c'était quelque chose de systématique. Il faut latiniser certaines approches un petit peu d'outre-Atlantique, et là, ça marche beaucoup mieux. Mais si on injecte de l'authenticité et de la gratitude, honnêtement, c'est efficace. Quand vous dites latiniser des approches d'outre-Atlantique, c'est-à-dire quelles sont les approches d'outre-Atlantique qu'on plaque sur les systèmes latins? Les retours positifs, par exemple, aux États-Unis, on va dire très facilement à quelqu'un qu'il est excellent, qu'il est le meilleur, que merci. C'est même la première chose qui vient peut-être dans la discussion. Et effectivement. Et donc, on s'y habitue. Ça n'a plus tellement le même impact. Il y a un chercheur, un neurologue américain qui a travaillé dessus. On se rend compte que quand c'est pas authentique, l'impact s'effondre. Mais en revanche, un vrai merci. Allez voir un collaborateur et lui dire, écoutez, ce que vous avez fait, c'est top, merci. Ça prend 30 secondes, la personne s'en souvient 10 ans. Alors justement, docteur Philippe Rodet, puisque vous parlez d'authenticité, ça tombe bien, puisque moi j'ai le sentiment aussi qu'il y a une forme aujourd'hui, si on se parle un peu franchement, il y a une forme de tyrannie de la bienveillance aussi, où on oblige en fait les gens, il y a un conformisme où il faut absolument être justement inclusif, il faut accepter toutes les formes de comportement, quels qu'ils soient, sous prétexte que chacun a le droit au respect, etc. Il y a toute une démagogie là-dedans, et ça dégouline beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Alors, comment sortir de ça aussi pour être vrai? Il faut l'incarner soi-même. Demander à d'autres. Mais on a envie de prendre le contre-pied parce que justement, ce qui exerce une forme de pression un petit peu à la Orwell, vous voyez, avec le langage qu'il faut avoir, parce que si on n'a pas ce langage-là, eh bien, on sort du cadre et là, on sort de la norme et on est persécuté. Ça vous invite à prendre le contre-pied. Parfois. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que l'on ne voit pas exactement ce qu'est la bienveillance, parce que parfois elle apparaît artificielle. Il y a effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une dictature de la bienveillance, il faut que l'on donne envie d'être bienveillant, et notamment par l'exemplarité. Vous savez, l'exemplarité, c'est quelque chose de très très fort, et si on se comporte bien, on donnera envie à d'autres de bien se comporter. Si je suis capable de m'intéresser à quelqu'un qui ne va pas bien, à l'écouter, à lui donner un petit conseil, ce sera de la bienveillance. Là, on n'est pas dans l'entreprise, on est dans la société. Eh bien, ça ne coûte pas très cher et ce n'est pas une dictature de la bienveillance. Je suis surpris, vous savez, quand on va faire les courses sur le trottoir, on laisse passer quelqu'un. Le nombre de personnes qui disent merci, on le remarque tellement c'est rare. Pour moi, ce ne serait pas une dictature de la bienveillance, qu'un peu plus le disent, ça serait simplement une volonté de bien se comporter. Simplement la politesse, hein. Exactement. Qui n'est pas enseignée ou plus enseignée, ni à l'école. Qui a été longtemps présentée un petit peu comme ringarde. Exactement. On était un homme du passé, si on était trop... Eh bien, j'aime bien ces valeurs-là. La bienveillance consistant à agir pour le bien d'autrui, qu'on le connaisse ou pas, hein, c'est ce qu'on a dit, qu'on l'apprécie ou pas.
Ça, c'est quand même aussi un petit peu étonnant. Est-ce qu'on peut agir pour le bien de quelqu'un si on ne le connaît pas? Ah oui, tout à fait. Le cas, par exemple, du bienveilleur dont on parlait tout à l'heure. Il va voir un collègue qui est en train de pleurer, il ne le laisse pas de côté, il agit pour son bien, il ne le connaît pas forcément, il ne l'apprécie pas forcément. Donc on peut être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est aussi un état d'esprit à développer. C'est une attention à l'autre, c'est l'envie d'aider l'autre. C'est peut-être ce qui manque le plus dans notre pays. Vous savez, quand il y a eu cette dramatique histoire à Châteauroux, dans l'Indre, une petite ville de 50 000 habitants, je suis originaire de Châteauroux. Et il y a cet enfant de 15 ans qui s'est fait poignarder. Je lui ai présenté mes condoléances depuis Paris, le samedi, au papa, parce que j'ai pensé que ça pourrait peut-être, à 1 millimètre, diminuer sa douleur. Pour moi, c'est aussi ça, être bienveillant. Je ne le connaissais pas. Donc, je pense que si on multipliait ces petites actions à l'échelle de la société, on ferait bouger les lignes. Est-ce qu'il y a des éléments structurels, par exemple, on parlait de l'entreprise tout à l'heure, qui permet de créer une bienveillance si on considère que la bienveillance est assortie à la justice? Et donc, par exemple, je ne veux pas aller sur des revendications politiques ou syndicales. Patrick Artus dit, par exemple, il faudrait rendre obligatoire la distribution en 5 ans de 10% du capital des entreprises à leurs salariés. Oui. Est-ce que ça, c'est une politique publique de la bienveillance? Pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, on pourrait penser que c'est une utopie, les propos de Patrick Artus. Oui. Je peux vous trouver un groupe en France où 80% des salariés sont actionnaires et où il y a 20% du capital qui est au niveau des salariés. Et le groupe va bien. Donc, ce n'est pas une utopie. Et c'est aussi permettre à chacun de bénéficier un petit peu des fruits de son travail. Et cela, pour moi, sera un énorme progrès. Et ça, la France n'est pas forcément un exemple dans le domaine. Vous dites qu'il y a un ou quelques groupes dans ce domaine-là? Quelques groupes, et je pense c'est plus répandu à l'étranger? Je ne sais pas, peut-être un peu plus à l'étranger, mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'il faut qu'on donne envie en France à des entreprises de le faire. Pourquoi est-ce que le travail ne profiterait pas finalement, financièrement à tout le monde? Donc l'équilibre du capital et du travail, c'est un élément clé. Pour moi, c'est important. Ça, c'est pour l'entreprise. Dans le reste de la société, docteur Philippe Rodet, est-ce qu'aujourd'hui à l'école, est-ce que dans les principaux... Je ne sais pas si on peut dire dans les principaux endroits où s'effectue la formation humaine. Donc il y a la famille, l'école. Qu'est-ce qui manque en fait à notre pays? Je crois une espérance. Je crois qu'on n'a plus d'espérance. Et donc de ce fait, vous savez... L'espérance est fortement liée au religieux à la fois quand même. Hein. Oui, mais c'est aussi la conviction que demain, cela pourra aller mieux. J'ai eu la chance de côtoyer pendant une dizaine d'années une académicienne atypique qui était Jacqueline de Romilly. Elle me disait, vous savez, pendant la guerre, c'était difficile, mais au moins, on avait une espérance. Eh bien, je crois que actuellement, c'est ce qui manque. Il n'y a effectivement, on n'a plus de dynamique, on n'a plus de vastes projets. Souvenez-vous de la phrase du général de Gaulle, seuls de vastes projets sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. On n'a plus de vastes projets. On a de la dispersion, on a des tensions partout. Les gens ne se supportent plus. Peut-être que bâtir un vaste projet où il y aura un petit peu de bienveillance... Ça, qui peut le faire? Ce serait certainement à l'échelle des politiques. Oui, mais les politiques, on voit où ils en sont. Hein. Oui, c'est pour ça que j'utilise l'entreprise pour faire passer mes messages. Pour moi, c'est un relais exceptionnel pour faire passer des messages. Si on fait bouger une personne qui est dans une entreprise, quand elle sera le soir chez elle avec ses enfants, elle va peut-être se comporter différemment, ça aura des conséquences avec ses voisins aussi. Et pour moi, c'est un creuset de changement. Peut-on relier la bienveillance à l'importance que l'on accorde à la vie intérieure? En fait, notre degré, je crois que c'est un autre invité qui le disait sur notre antenne, que notre capacité à entrer en relation dépend en réalité de l'espace de dialogue intérieur que l'on a avec Dieu, par exemple, hein, si on est dans la prière, etc. C'est-à-dire, plus j'ai un espace intérieur étendu, plus j'accorde d'attention à l'autre. Donc, moins j'ai de vie spirituelle, plus je suis agressif. C'est vrai? C'est certain. La difficulté, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. Quand je suis tendu, personnellement, je suis en grande difficulté pour prier. Avant de prier, il faut que je m'apaise. Il faut que je trouve un peu de sérénité. Là, je peux prier et ça m'apaise encore plus. Mais si on est très stressé, c'est hyper difficile de le faire. Et donc, il faut essayer de rassurer plus que d'angoisser pour qu'on puisse trouver cette dimension spirituelle et la cultiver. Mais cette dimension spirituelle, vous la voyez, comment dirais-je, s'exprimer à travers toutes les formes de spiritualité, des religions? Est-ce qu'elle est transversale? Je crois qu'on peut la retrouver dans diverses religions.
En revanche, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir la cultiver. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans le contexte actuel, c'est que c'est très difficile de la cultiver quand soi-même on n'est pas bien. Il faut que l'on prenne aussi soin de nous. Je crois qu'être bienveillant vis-à-vis d'autrui commence par être bienveillant vis-à-vis de soi. Si le matin, on arrive au travail de mauvaise humeur parce qu'on a mal dormi, eh bien, on sera moins facilement bienveillant. Si on a une nuit agréable, qu'on a une belle dimension spirituelle, eh bien, on se comportera mieux. Pour moi, il faut qu'on soit très vigilant sur les angoisses que l'on va développer, car elles peuvent être catastrophiques. Allez, est-ce qu'on peut prendre de bonnes résolutions pour être bienveillant? La vie étant une succession d'habitudes finalement, est-ce que prendre de bonnes habitudes c'est possible? Et se dire, docteur Philippe Rodet, bah tiens, demain, je ne vais pas dire demain je fais du sport, hein. Ça veut dire que demain je n'en ferai pas, mais est-ce qu'on peut se dire vraiment, est-ce qu'on peut changer d'attitude? Est-ce que ça existe, que vous voyez des gens qui se révolutionnent? Oui, tout à fait, des gens qui changent, effectivement. Ah oui, ça on le voit. Et qui, une fois qu'ils ont changé, vont trouver la dimension spirituelle dont on parlait tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. J'ai connu des personnes qui étaient vraiment à l'opposé, à l'extrême opposé de cela, et qui ont complètement changé quand leur vie était stabilisée. Donc oui, pour moi, c'est indispensable dans le contexte actuel. Un dernier mot avant de se quitter. Je voulais vous faire dire un mot du cercle des experts de l'humain. Qu'est-ce que c'est? C'est un cercle qui avait été créé par vos confrères de l'expansion à l'époque, où des différents dirigeants d'entreprise et des personnes passionnées par l'humain se rassemblaient et essayaient de promouvoir des idées un peu humanistes. Et donc ça existe encore? Non, ça Non. n'existe plus. Vous n'avez pas pris le relais, mais... Non. Mais il y aura une mission à ce niveau à mener à bien. Et pourquoi pas un cercle aussi des experts du divin, sait-on jamais. On peut essayer de croiser aussi les domaines, hein. Les deux pourraient se réunir. Voilà. Merci, docteur Philippe Rodet, d'avoir été des nôtres pour nous parler de la bienveillance. Essayez de respirer peut-être un peu dans une actualité un peu lourde. Source d'espérance, puisque vous faites rimer les deux termes. C'est aux éditions Erol. Et puis je rappelle que vous êtes médecin urgentiste. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci à vous.